Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons faire un peu de debunk sur l'USB-C, sur qu'est-ce que c'est capable de faire, les différentes versions de la norme, surtout au niveau du chargement, hein, de la transmission de puissance, et puis quelles sont, pour terminer, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques pour éviter de se faire avoir par toutes les versions d'USB-C que l'on peut rencontrer. Alors, voici les différentes choses que nous allons voir. Déjà, on va définir le connecteur. On va situer la norme sur le temps pour comprendre un petit peu pourquoi l'USB-C est aussi peut paraître aussi compliqué qu'il l'est actuellement. Décoder les différents débits, puisque tant qu'à parler d'USB-C, autant en parler totalement. Comprendre la charge, c'est le but de cette vidéo. Et on va regarder comment choisir les bons câbles, les bons ports et surtout comment faire pour charger quoi. Étape suivante, donc l'USB, qu'est-ce que c'est déjà pour comprendre exactement? Il faut comprendre que l'USB, c'est une forme, c'est pas une vitesse. Quand on parle d'USB-C, on ne parle pas de ça va à une certaine vitesse, ça transmet une certaine quantité d'énergie, ou ça peut transporter du réseau, ou ça peut transporter heu, de la vidéo. En fait, c'est tout simplement une forme. C'est cette fameuse forme, heu, un petit peu, voilà, double sens que tout le monde connaît aujourd'hui puisque quasiment tous les smartphones aujourd'hui sont en USB-C. Du moins, c'est la norme européenne qu'ils soient en USB-C. Il existe des normes, un petit peu, autres dans d'autres pays comme les États-Unis, mais on va rester en Europe. L'USB-C, il est universel dans l'intention. C'est-à-dire qu'on utilise le même format, donc la même prise, pour transporter la charge, pour transporter les données et pour transporter autre chose. Grâce à Thunderbolt, entre autres, on peut transporter de la vidéo et on peut transporter également du réseau. On peut transporter plein d'autres choses dans l'USB type C. C'est d'ailleurs le principe qu'on utilise pour les dockings, c'est-à-dire les fameux docks sur lesquels vous connectez votre ordinateur portable, pour ensuite, eh bien, dupliquer les ports, hein, avoir plein de ports différents. Et bien, en fait, c'est grâce, entre autres, justement, à ce port USB-C. Mais en revanche, l'USB-C n'est pas universel en capacité. Le port, le câble et les contrôleurs vont déterminer qu'est-ce qu'on passe dedans, qu'est-ce qu'on ne passe pas, et la puissance disponible. Pour commencer, on va déjà se faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que l'USB. Et ça va vous expliquer tout de suite pourquoi est-ce qu'on a autant de normes différentes. Premièrement, la norme est arrivée avec l'USB 1 en 1996. C'est la première génération de l'USB. Dans cette norme, on tourne à 12 mégabits par seconde, ce qui pour l'époque était déjà énorme. Aujourd'hui, ça paraît ridicule. L'USB était promis comme étant universel, c'est-à-dire pouvait transmettre de la donnée. On pouvait y brancher plein de choses et c'était une révolution, puisque ça permettait de pouvoir mettre des extensions à un ordinateur sans avoir à l'ouvrir. Par exemple, on pouvait facilement installer une webcam, alors qu'avant l'USB, il fallait le plus souvent installer une carte d'extension à l'intérieur de l'ordinateur. On pouvait installer un modem et entre autres les premiers modems ADSL. Les modems avant fonctionnaient sur le port série, étaient souvent mal détectés, compliqués. Il fallait de l'aide pour les installer ou alors certains s'installaient à l'intérieur de l'ordinateur et là encore, il fallait ouvrir l'ordinateur, brancher et avoir un petit peu de compétences en informatique. Mais l'USB 1, n'était pas parfait. Il nous a été promis, comme étant universel, permettait d'ailleurs de pouvoir chaîner des éléments, c'est-à-dire que dans la première version de la norme, on imaginait pouvoir brancher chaque appareil au suivant. Et puis, malheureusement, il avait déjà des problèmes, entre guillemets, de quantité d'énergie qu'il pouvait passer. Les plus vieux d'entre nous se souviennent des problèmes justement avec les fameux modems USB ADSL, dont certains consommaient trop et faisaient planter les cartes mères lorsque le modem était trop consommateur parce qu'on utilisait la connexion trop vite.
Idem pour les disques durs, quand on a commencé à mettre des disques durs en USB, l'USB n'était pas suffisant pour pouvoir transporter la quantité d'énergie et donc il fallait brancher sur 2 ports. Et là arrivent les smartphones. Les smartphones, qui doivent être des téléphones communicants. Alors, on a eu des téléphones communicants avant, c'est-à-dire entre autres, par exemple, le Nokia 9210 e-communicator, qui était une pure merveille, pour l'époque, mais qui finalement était destiné à des professionnels nomades qui étaient habitués à transporter une mallette de matériel et donc finalement qui n'étaient pas trop gênés de devoir avoir un port pour charger le téléphone et un port pour transmettre les données via le port série du téléphone, là encore une fois. De l'ordinateur, pardon. Quand on arrive sur des smartphones, avec les premiers smartphones, entre autres inventés par HTC et Microsoft, transmis en France par Orange, le fameux Orange SPV, qui était révolutionnaire, qui tournait sur une version de Windows spécifiquement pour téléphone, il fallait bien pouvoir transmettre de la donnée, d'autant plus que il n'avait pas de Wi-Fi sur ces appareils-là, donc on pouvait difficilement les connecter au réseau. Donc, on utilisait de l'USB, alors qu'il y avait un port un peu particulier arrivé sur le téléphone, puisqu'on ne s'imaginait pas pouvoir mettre un USB plein format dans le téléphone. Donc, c'était un USB rebrandé, mais c'était encore de même de l'USB. Et là, il s'agit de pouvoir charger le téléphone. Mais bon, ça va, ces premiers smartphones consommaient relativement peu, donc on s'en est sorti. Vient ensuite l'USB 2. Alors pour info d'ailleurs, pour l'USB 1, petite fun fact, eh bien il faut savoir que lorsque le port USB sort en 96, Microsoft Windows, le système d'exploitation à la mode, n'avait pas la capacité de le supporter. Il a fallu attendre la version 98 de Microsoft Windows pour pouvoir utiliser réellement de l'USB. En attendant, il s'agissait bien de pouvoir s'en servir et qu'au moins il soit reconnu pour les trucs de base, genre les clés USB. Et donc, Microsoft a sorti un peu en urgence une version OSR 2.5 de Windows 95 avec prise en charge du port USB. Alors attention, on parle d'une prise en charge partielle. Pour brancher une clé USB, ça marchait. Pour pouvoir installer un modem ou une webcam, il fallait utiliser des pilotes spécifiques, faire une installation un peu hasardeuse et le plus souvent ça marchait pas. En 2000, on passe à la compatibilité de masse, c'est-à-dire l'USB 2 qui passe de 12 mégabits à 480 mégabits seconde, donc une pure merveille. Là, on peut vraiment brancher tout et n'importe quoi dessus et c'est vraiment l'explosion de l'USB. Ça va vite, c'est efficace, on peut brancher tout sans utiliser de pilote. Les pilotes sont déjà intégrés à Windows ou Windows les télécharge. C'est parfait et donc c'est vraiment l'explosion de l'USB en 2000. À ce moment-là, on n'a pas encore de problème de transmission de courant, mais on commence déjà à rencontrer ces difficultés de temps en temps. En 2008, l'USB 3, donc il a fait exploser les débits, ce qui nous permet de pouvoir imaginer utiliser l'USB pour de la vidéo, pour pouvoir transmettre le réseau informatique et autres trucs du genre, pour permettre, par exemple, de faire des docks en USB. À savoir qu'avant cette norme, les docks pour les ordinateurs portables étaient sur un port spécifique, une sorte de PCI, qui était voire PCI Express, qui était directement connecté avec, voilà, en gros, à chaque fois qu'on changeait l'ordinateur, il fallait changer le dock avec. En 2014, on voit apparaître l'USB-C, donc il y a un nouveau connecteur avec ce fameux format réversible, plus fiable puisque, le connecteur étant moins gros, il avait moins tendance à se plier et à casser les ports. Double sens, tous ceux qui ont passé des heures derrière leur ordinateur à tâtons à se dire: «Mais c'est pas possible, il peut pas y avoir 2 mauvais sens», eh bien, doivent se sont dit ce jour-là: «Ouf, ils nous ont enfin écoutés en faisant un port qui est universel et réversible». Et là, ce port est devenu aussi double sens, c'est-à-dire que on a posé à se poser de questions sur le sens du câble. Il n'y a plus un mâle, il y a une femelle, il y a 2 femelles sur les câbles et 2 mâles sur 2 femelles sur les appareils, pardon, et 2 mâles sur les câbles.
et puis après, bah, on a juste, à mettre éventuellement des rallonges, des connecteurs. Ça devient finalement aussi simple que de brancher une prise de courant. En 2026, on est maintenant sur de l'USB 4, alors qui utilise bien l'USB-C, voilà, qui fonctionne jusqu'à 80 gigabits par seconde. Donc là, on peut utiliser de l'Ultra 4K, on peut utiliser l'USB pour remplacer par exemple du HDMI, pour remplacer du DisplayPort, pour remplacer plein de choses. En fait, l'USB est vraiment totalement universel. On peut même imaginer des écrans d'ordinateur qui soient à la fois alimentés, connectés, tout ça par la même port USB et éventuellement qui puissent même retransmettre leur USB à autre chose, comme par exemple un clavier ou une souris. Passons maintenant à le nom du port. Alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Comme vous pouvez le constater, le port USB, il a beaucoup évolué, mais entre-temps, on a eu des sous-versions, on a eu pas mal de choses. Et donc, en fait, si on arrive sur l'USB-C, et ben, en fait, on peut avoir quoi? On peut avoir de l'USB 2 via C, puisque quand l'USB-C est apparu, petit retour en arrière, quand l'USB-C est apparu, on était à l'USB 3, mais il y avait encore des ports USB 2, donc rien n'interdisait dans la norme qu'on puisse s'en servir. Donc, et ben, en fait, le connecteur est en USB 2, ici, on est encore en 480 mégabits par seconde, donc on est encore en USB 2 avec toute la norme USB 2. C'est juste que la prise, elle est en USB-C. C'est tout. C'est juste plus pratique. Mais on reste sur de la norme USB 2. Ensuite, on rencontre l'USB 3.2. Alors, l'USB 3.2, c'était une période où la norme USB était vraiment, honnêtement, complexe. C'est-à-dire qu'on a eu la Gen 1 à 5 gigabits, la Gen 2 à 10 gigabits, la Gen 2 x 2 à 20 gigabits. Donc ça veut dire que quand vous vouliez acheter un matériel, il fallait vérifier qu'on était en USB 3.2 et en même temps vérifier la génération d'USB 3.2 pour être sûr que vous avez bien la totalité du port disponible. Ensuite, nous avons eu le USB 4 qui nous a apporté le tunneling de protocole, donc c'est-à-dire la possibilité vraiment de faire passer autre chose, donc de faire passer du réseau, de faire passer de la vidéo, tout ça directement dans le port USB. Et puis l'USB 4 version 2.0 jusqu'à 80 gigabits, qui est tout simplement un débit qui est plus rapide, permettant par exemple d'imaginer passer à de la 8K, avoir des fréquences de résolution d'écran et de transmission très importantes comme 480 Hz ou des choses comme ça. Voilà. Attention, pour l'instant, c'est un débit annoncé et il est possible qu'en fonction des produits, on soit asymétrique, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas à la même vitesse en émission et en réception. Donc, il faut bien retenir que l'USB-C, ça définit la prise, ça ne définit pas ce qu'il y a dedans. On va comparer en un coup d'œil les générations. Vous pourrez faire une pause dans la vidéo si vous voulez avoir l'information plus simple. Voilà. Donc, en USB 2 via C, on utilisait surtout ça pour les périphériques audio. En USB 3.2 Gen 1, c'était pour les SSD, les stations simples. En Gen 2, on pouvait commencer à passer de l'écran plus de la donnée. En Gen 2.2, du SSD rapide. Et puis ensuite, en USB 4, du docking, du SSD, de la vidéo et du réseau, bien évidemment. Et là arrive la puissance. La puissance, ça se négocie. En fait, l'USB, pour sa norme générale, n'a pas une puissance constante. La puissance qui était utilisée au départ, quand vous l'avez vu sur la vidéo, la puissance, c'était pour les petits appareils qui consommaient en général 500 milliampères, 0,5 ampères. Donc finalement, la puissance n'était pas le plus important. Le plus important, c'était de transmettre de la donnée de façon universelle. Et puis, l'avènement des smartphones a permis de dire, ça serait bien d'avoir de la charge par USB, de transmettre la tension par l'USB. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, d'autant plus que ça permettait aux fabricants de ne pas avoir à changer tout le matériel à chaque fois qu'on changeait de téléphone, et surtout d'avoir une seule prise sur les smartphones pour, d'un côté, avoir la data et de l'autre côté, avoir la puissance. Ça, c'était l'idée de départ. Mais malheureusement,
Le port USB, eh ben, c'est pas simple dans sa première version parce qu'il fonctionne en 5 volts. Logique puisqu'il est connecté directement sur la carte mère, il fonctionne le plus souvent en 5 volts et il peut aller jusqu'à 1,5 ampères, pas plus. Donc on se retrouve avec une capacité de 7,5 watts. Alors 7,5 watts, vous imaginez sur un smartphone moderne le temps qu'il faudrait pour le charger. C'est insupportable. Et donc, plus les smartphones deviennent performants, plus les batteries sont grosses pour pouvoir alimenter les processeurs, et plus bah, les temps de charge commencent à augmenter, à tel point que Qualcomm, le fabricant de processeurs pour téléphone, finit par se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, que ce soit les smartphones ou que ce soit les tablettes, surtout que c'est l'avènement des tablettes à ce moment-là, eh ben, ça va devenir compliqué parce qu'ils vont être tellement longs à charger qu'en une nuit de sommeil, votre téléphone ne serait pas à 100% le lendemain matin. Donc Qualcomm et quelques autres fabricants commencent à avoir des idées pour permettre de transmettre plus de courant via l'USB. Alors, l'idée d'augmenter l'intensité plein pot, bah, on se dit que finalement, au-delà d'1,5 ampère, c'est compliqué parce que ça veut dire des câbles plus gros, des risques d'échauffement. En sachant que c'est le genre de truc que vous avez sur vous, dans votre voiture, dans votre sac, voire, à côté de votre lit, l'idée c'est quand même que ça risque pas de prendre feu et qu'on se retrouve pas sur des appareils qui doivent être cantonnés à un usage comme une cuisine. Donc, par exemple, inimaginable de faire passer 20 ampères. Donc la seule solution, c'est d'augmenter la tension. Mais sur un câble est prévu pour une tension donnée, 5 volts. On peut pas dire que subitement on va passer l'USB du 5 volts au 18 volts. C'est pas possible, ça voudrait dire devoir remplacer tout le matériel. C'est comme pour cette raison, entre autres, que par exemple les États-Unis continuent à tourner en 120 volts. Passer aux 230 volts, ça serait pratique pour eux, ça permettrait de mettre des câbles moins gros. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut changer tout ce qui existe. C'est difficile. Donc, eh ben, la seule solution, c'est d'inventer des systèmes qui permettent de négocier. Négocier, ça veut dire tout simplement que votre téléphone et votre chargeur vont communiquer entre eux et vont se communiquer jusqu'à quelle tension ils peuvent aller chacun. Et donc, si la tension permet de monter plus haut, et ben, au lieu d'alimenter en 5 volts, on va alimenter en 7 volts, 10 volts, 12 volts, jusqu'à 24 volts. Alors, jusqu'à 24 volts, pour l'instant, c'est pas encore ça, hein. Donc on pouvait monter plus haut. Et ben monter plus haut, ça permettait, avec la même intensité, tout simplement de charger plus vite. Si au lieu de mettre du 5 volts, vous mettez du 10 volts, vous divisez presque le temps de charge par 2. Très pratique. Le problème, c'est que la norme c'était pas dedans. Donc en fait, les fabricants ont commencé à inventer du quick charge, du smart charge, du fast charge, qui sont tout simplement des normes qui permettent de communiquer et de choisir pour que le chargeur dise c'est bon, le téléphone qui est derrière ou la tablette peut accepter par exemple du 12 volts, eh bien je vais augmenter ma tension jusqu'à 12 volts. Parfait. Et le problème, c'est que tous ces trucs-là, bah, chaque fabricant commence à faire le sien. Qualcomm fait le sien, heu, LG fait le sien, Samsung fait le sien, et on se retrouve à avoir autant de normes qu'il y a de marques. Résultat, l'USB en quick charge n'est plus du tout universel, mais plus du tout. Alors certains fabricants comme Belkin, certains fabricants de chargeurs se disent que tant qu'à faire, autant faire un chargeur universel. Donc pour faire un chargeur universel, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, tout simplement, ils implémentent toutes les puces. Ils implémentent les fonctionnalités de tous les fabricants, de façon à ce que le chargeur puisse communiquer avec tout le monde. Avec évidemment, toujours encore, le risque qu'un nouveau fabricant sorte une nouvelle norme, encore plus efficace, mais surtout totalement compatible avec les autres. Et évidemment, le consortium USB a essayé de réagir. Et pour réagir, ils ont inventé le PD Power Delivery, qui permettait, en version 3.0, d'aller jusqu'à 100 watts. Là, l'appareil et le chargeur négocient la tension et le courant. Alors attention, parce qu'il y a le câble là-dedans aussi, c'est-à-dire que il faut que le câble soit capable de supporter ça. Un câble USB basique ne va pas forcément pouvoir supporter du 48 volts. Alors 48 volts, c'est l'USB 3.1, mais
même du 12 volts, il est pas toujours capable de le supporter ou du 24 volts non plus. Donc en fait, c'est comme pour une voiture électrique, c'est la puissance de charge, c'est la puissance la plus basse entre celle acceptée par le chargeur, celle acceptée par le câble et celle acceptée par le device. Cette méthode de power delivery permettant de négocier, eh bien, est maintenant utilisée également sur les chargeurs de véhicules électriques. Vous avez des véhicules qui chargent en 230 volts, en 400 volts, voire même en 800 volts. Tout ça avec la même prise. La tension qui est choisie est la plus basse entre les trois acceptables bornes, véhicules et câbles. La norme va encore évoluer. Elle évolue vers l'USB Power Delivery 3 points, qui va jusqu'à 240 watts. C'est une extension qui permet d'envoyer 48 volts 5 ampères pour charger, par exemple, les ordinateurs portables. Et là encore, eh bien, on va être sur là encore, il faut un câble, mais cette fois-ci, le câble, le fabricant du câble doit être adapté et certifié. Il y a beaucoup de câbles qui posent des problèmes. C'est d'ailleurs un des plus gros griefs qui est reproché au consortium USB, c'est les câbles. Ça marche, j'ai un chargeur qui est capable d'envoyer 100 watts, un téléphone qui est capable d'accepter 100 watts et entre les 2, ça tourne à 50 watts ou à 30 watts. Pourquoi? Bah, parce que le câble n'est pas suffisant. Oui, mais le câble, il y a rien indiqué dessus. Voire, il y a des câbles qui sont dits menteurs. C'est-à-dire que le câble dit: «Je suis capable d'accepter 5 ampères», alors qu'en fait, au bout de 3 ampères, il est déjà en train de surchauffer. Et dans ces cas-là, ça peut créer des risques d'incendie. Donc, le consortium a décidé de certifier les câbles, ce qui n'empêchera pas, je pense, d'avoir des contrefaçons. Le maillon limitant, c'est souvent le câble. On a plusieurs types de câbles. On a les câbles passifs, courts, simples, qui transportent les signaux et qui n'ont pas d'électronique active. Ces câbles-là sont le plus souvent pas vraiment capables d'aller très vite et surtout sont pas capables de transporter beaucoup de tension. Nous avons les câbles actifs qui vont intégrer une électronique de conditionnement et qui vont être capables eux aussi de communiquer avec le chargeur. Les câbles sont soit en 1,5 ampères, 3 ampères, 5 ampères, mais vous trouvez encore aujourd'hui, dans certaines boutiques, des câbles qui vont être en 0,5 ampères. Ces câbles-là, la plupart du temps, ne sont même plus reconnus par les chargeurs. Faites attention à quelque chose, USB-C ne veut pas dire Thunderbolt. Thunderbolt, c'est cette norme qui permet de transporter plein de choses en même temps et donc de se servir de l'USB pour porter d'autres éléments, comme par exemple du HDMI. USB-C ne veut pas dire Thunderbolt. Il y a des USB-C qui ne sont pas Thunderbolt. Il faut chercher le logo sur la fiche technique pour vérifier qu'on est bien Thunderbolt. Et puis le DisplayPort Alt Mode, eh bien, c'est ce qui permet de faire transporter tout. Mais il faut bien entendu que l'écran, l'ordinateur et le câble soient compatibles avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas les bonnes tensions et si j'ai pas les bonnes puissances? Alors, si vous êtes sur un smartphone, la plupart du temps, votre téléphone, il va être capable de supporter tout. C'est-à-dire que vous prenez le dernier smartphone de chez Apple ou de chez Samsung, normalement sont prévus pour fonctionner avec du power delivery à 100 watts, eh bien, vous leur donnez un vieux chargeur qui envoie du 7 watts et demi, il va charger. Alors, évidemment, vu que c'est des grosses batteries, il va charger pendant des heures, voire potentiellement, il faudra l'éteindre le téléphone pour pas qu'il se décharge plus vite qu'il ne charge, mais il va prendre le courant parce que les smartphones sont prévus pour ça, pour entre guillemets «s'adapter à tout», y compris d'ailleurs aux voitures, puisque souvent les voitures, les avions ont un petit peu de manque de puissance. Et maintenant, sur les tablettes et surtout sur les ordinateurs. Il y a beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui qui sont alimentables par USB. Je dis bien alimentables, sont pas forcément alimentés que par ça, mais que vous pouvez emmener en voyage sans avoir à emmener le chargeur. C'est l'avantage de la norme européenne. On a tout qui est chargeable par du USB. Donc les ordinateurs portables, on peut, pour certains, pas tous, ceux qui consomment vraiment trop, qui ont besoin d'une alimentation qui dépasse les 100 watts, et bien évidemment, eux, ils ont toujours leur alimentation à eux, mais les ordinateurs, on va dire, vraiment portables, portables, eux, on peut les alimenter en USB. Mais là, ça va être très différent. Si la tension ou la puissance fournie n'est pas suffisante, eh ben, il y a 3 cas de figure. Cas de figure numéro 1,
Le gestionnaire de batterie, le BMS, donc le gestionnaire de batterie de l'ordinateur, va tout simplement rejeter la charge. Il va pas lancer la charge, tout simplement parce que la charge va être en 5 volts. L'ordinateur, il a besoin d'avoir du 19 volts. Alors avoir du 19 volts en partant de 12 volts et remonter la tension, c'est faisable. À partir de 5 volts, ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc dans ces cas-là, bah, tout simplement, la charge va pas se lancer. L'ordinateur va le plus souvent indiquer un message d'erreur, soit sous Windows, soit en clignotant, pour dire la charge ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, problème résolu, il faut changer le câble et ou changer le chargeur et tout va bien. Cas numéro 2, ça charge. L'ordinateur va essayer de prendre ce qu'il peut, mais là encore, le PMS, donc le gestionnaire de batterie, va indiquer une erreur, c'est la charge n'est pas assez puissante et potentiellement va arrêter la charge en cours de route. C'est-à-dire que vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur, puis au moment où vous allez consommer un peu plus, à partir du moment où la consommation va être supérieure à ce qui est fourni par l'alimentation, et bien tout simplement, l'ordinateur va vous dire qu'il y a une erreur de charge et va couper la charge. Troisième cas, et ça c'est le plus traître, la charge démarre, fonctionne et l'ordinateur va s'adapter. C'est-à-dire que le BMS, le gestionnaire de batterie, va indiquer à l'ordinateur la puissance maximale qu'il peut utiliser et l'ordinateur va brider ses composants pour qu'il ne consomme jamais plus. Et là, c'est là qu'arrive le problème. Vous arrivez avec un ordinateur, par exemple un Core i7 ou un Core i9, Ryzen 7, Ryzen 9 pour AMD, qui sont quand même censés consommer un petit peu, avec une carte graphique RTX par exemple, vous l'alimentez en 15 watts. Évidemment, l'alimentation n'est pas suffisante, pas du tout, et donc en fait, les composants vont se brider pour pas consommer plus de 15 watts. Autant dire que l'ordinateur, il se retrouve à devenir plus lent qu'un, Intel, N1000 ou N2000. Il va se retrouver extrêmement lent, à tel point qu'on peut se poser des questions sur: «Est-ce que j'ai pas un virus? Est-ce que Windows a pas un problème?» puisque vous vous retrouvez carrément hem, à être dans les années 90. C'est-à-dire, vous déplacez la fenêtre, le contenu de la fenêtre se déplace pas et ensuite vous voyez la fenêtre apparaître en mode Minitel. Voilà. Et ben ça, si vous avez ça, vous débranchez le port USB et vous voyez que l'ordinateur se remet à fonctionner normalement. Ça, c'est un problème tout simplement de vitesse de charge. La vitesse de charge n'est pas suffisante, l'appareil va se brider de façon à ce que la batterie ne se vide pas. Problème lorsque vous avez, que ça comme chargeur, il y a pas d'autre solution. Alors le mieux dans ces cas-là, bah, tout simplement, c'est de faire quelques petites vérifications avant de brancher. Alors les petites vérifications, un, la puissance, 2, la compatibilité. C'est-à-dire que le port USB et le chargeur et le câble doivent partager la même mode de charge. Power Delivery, c'est mieux. La certification, pour privilégier des produits et des câbles qui sont certifiés, surtout quand on a une grosse puissance et un gros débit, ça vous risquera les désagréments de câbles qui chauffent, qui fondent, et ne pas extrapoler. Un port USB n'implique ni que ce soit de l'USB 4, ni que ce soit de la vidéo, ni que ce soit de la charge rapide. Un port USB-C, c'est juste une prise, finalement. L'USB-C, c'est un écosystème, c'est pas une étiquette magique. Alors oui, le connecteur est réversible, c'est génial, mais le débit dépend de la version, la charge dépend de la négociation. Donc, il faut bien lire les logos, les fiches techniques, les marquages du câble. C'est la meilleure solution pour éviter les mauvaises surprises. Alors, ici, tout ce que je vous ai présenté, ça vient tout simplement de usb.org, document de librairie. Donc ici, les spécifications des diverses versions de, de la de l'USB. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, allez dessus. Voilà. Je ne saurais que vous conseiller les chargeurs de grande marque, style Belkin ou autres, hein. Voilà, vous avez les Anker aussi qui fonctionnent très bien. Voilà, des chargeurs qui vont vous permettre justement de vous garantir que vous êtes sur la bonne version de la norme, que vous aurez la bonne puissance. Attention d'ailleurs, la plupart des chargeurs de voyage ont un power delivery qui est partagé. Quand vous avez un chargeur qui fait par exemple 120 watts, et bien souvent il va être partagé en un power delivery 60 watts ou 80 watts, 2 power delivery à 25 watts, et puis des ports USB classiques pour brancher vos appareils à charge lente comme votre montre ou votre casque ou votre écouteur.
Cependant, si vous additionnez toutes les puissances, ça fait plus que les 120 watts. L'appareil va donc devoir réguler et potentiellement votre power delivery va être moins performant parce que vous avez branché trop de choses. Alors, le plus souvent, on arrive quand même à s'en sortir, à moins d'avoir vraiment le soir quand vous arrivez, d'avoir vraiment tout qui est vide complètement, on va pouvoir s'en sortir. Mais il faut se souvenir et quand vous calculez votre temps de charge et ben tout simplement, il faut éviter de ne pas prendre ça en charge. Voilà. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez, plus de visibilité sur le fonctionnement de l'USB-C. N'hésitez pas à laisser des petits messages si vous avez d'autres questions, si vous voulez des précisions, ou, si vous avez des questions concernant un câble spécifique. De cette façon, je pourrai y répondre de façon plus précise. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.